Dans cette deuxième partie, on va explorer ce qui, selon moi, représente le véritable problème derrière les maladies cardiovasculaires. Et en faisant les recherches pour cette série de vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire et il y aura donc une troisième partie. À nouveau, en cas de doute, je vous invite vivement à consulter un médecin. Je ne suis pas qualifié pour diagnostiquer quoi que ce soit. Je me contente de partager l'information qui a du sens pour moi. Si on récapitule, dans la partie 1, j'ai tenté de comprendre pourquoi les plaques d'athérome se forment en poussant le raisonnement un peu plus loin que le cholestérol est mauvais. Donc je vous invite vivement à regarder la première partie si vous ne l'avez pas déjà fait. Selon moi, c'est parce qu'il y a des dégâts dans la paroi interne des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle l'endothélium, et en réponse à ça, le sang va rentrer dans un état procoagulant pour tenter de réparer tout ça. L'athérosclérose, donc le fait que les artères soient bouchées, survient quand cette cicatrisation, cette réparation n'en finit pas. Et les accidents apparaissent lorsque la plaque se fissure et que ça vient boucher l'artère soudainement. En sachant ça, on veut comprendre plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce qui vient abîmer en continu cet endothélium? Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que la barrière protectrice de l'endothélium ne tient pas le coup? Troisièmement, est-ce qu'il y aurait des facteurs qui empêchent le corps de réparer tout ça efficacement? Et enfin, quatrièmement, qu'est-ce qui vient altérer le flux sanguin? Je ferai également une section sur le LDL, le mauvais cholestérol, dans la partie 3, pour tenter de comprendre pourquoi on peut voir des taux élevés de manière chronique chez certaines personnes. Première section, qu'est-ce qui vient abîmer en continu l'endothélium? Le raisonnement ici est simple, c'est que si l'endothélium est intact, alors le corps n'a aucune raison de fabriquer des plaques. Et la règle générale est que tout ce qui vient augmenter le stress oxydatif dans le corps peut endommager l'endothélium. Le stress oxydatif, c'est quand il y a trop de radicaux libres, ce qu'on appelle aussi des oxydants, dans le corps. Et un radical libre, c'est une molécule instable, un petit peu comme une étincelle électrique qui cherche à s'accrocher quelque part. À petite dose, ces étincelles sont utiles. Elles permettent notamment aux cellules de se réparer. Elles viennent signaler tout ça. Mais quand il y en a trop, elles peuvent commencer à brûler ce qu'elles touchent, et notamment l'endothélium de nos vaisseaux. Et le corps réagit à ces brûlures par de l'inflammation, comme s'il envoyait des pompiers. Le mécanisme censé réguler ces étincelles est la présence suffisante d'antioxydants. Et pour rappel, un antioxydant est une molécule ayant un excès d'électrons et pouvant en céder un à un radical libre ou à un oxydant afin de le stabiliser. C'est ce qu'on appelle une réaction de réduction en chimie. Ces antioxydants, on les retrouve notamment dans l'alimentation avec les polyphénols de certains fruits et légumes, mais la source la plus importante selon moi est le contact direct avec la Terre. Parce que la surface de la Terre est un réservoir quasiment infini d'électrons et en plus ça a l'avantage de ne pas avoir besoin d'être digéré. Et ce dernier point est important car certaines personnes n'ont pas la capacité de digérer une grande quantité de fruits et légumes. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ce qu'est le stress oxydatif et son lien avec l'inflammation de l'endothélium, je vous propose d'explorer quelques facteurs qui y contribuent. Le tabac et la pollution favorisent directement l'inflammation de la paroi vasculaire. Il n'y a rien de surprenant ici, mais je tenais à le mentionner. Les endotoxines. Quand l'intestin est poreux, ces toxines issues du microbiote intestinal finissent par passer dans le sang, et cela vient déclencher de l'inflammation potentiellement systémique. Il y a aussi l'hypertension, car une pression trop forte sur les parois, jour après jour, peut venir fragiliser mécaniquement l'endothélium. Le stress chronique rend les plaquettes plus réactives et vient réduire la capacité du sang à dissoudre les caillots à cause de la sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Et le résultat de tout ça est un sang qui est plus procoagulant, ce qui peut venir affecter l'endothélium. En cas de glycémie instable, on peut en arriver de temps en temps à avoir un niveau de sucre trop élevé dans le sang, ce qui mène à la formation de produits de glycation qui sont des radicaux libres. Et en plus, une glycémie instable mène périodiquement à la sécrétion de cortisol et d'adrénaline dont on vient de parler. Le dernier point que je vais mentionner dans cette section est le dysfonctionnement des mitochondries. Les mitochondries sont les centrales énergétiques à l'intérieur de chacune de nos cellules. Et quand il y a un problème avec celle-ci, on a non seulement moins d'énergie, ce qui est déjà pas bon, mais en plus, on a plus de radicaux libres, car les mitochondries produisent des radicaux libres dans une certaine mesure. Et les travaux de certains biophysiciens comme le docteur Jack Kruse
montrent que ça surgit en particulier quand on manque de lumière du soleil, notamment du rouge et de l'infrarouge, et quand notre rythme circadien, donc le rythme entre le jour et la nuit, dont je vais reparler bientôt, est un peu perturbé, parce que l'obscurité la nuit, notamment, est ce qui permet à la mélatonine, l'hormone du sommeil, de monter, et la mélatonine a un rôle extrêmement réparateur et très puissant contre le stress oxydatif. En résumé, pour éviter d'abîmer l'endothélium en continu, on veut s'intéresser au point suivant. Intégrité de la paroi intestinale, donc c'est tout ce qui est la sphère digestive. Santé métabolique pour éviter l'instabilité glycémique. On veut évidemment gérer le stress. On veut une bonne circulation sanguine. On veut un rythme circadien qui est respecté, qui est sain. On veut s'exposer régulièrement au soleil et on veut être régulièrement en contact avec la Terre. Et je vous donne spécifiquement une liste de leviers sur lesquels vous avez votre mot à dire. Parce que c'est vraiment l'intention de cette série sur le cœur, c'est de pouvoir passer de la peur à l'inspiration, car maintenant vous savez concrètement que certaines de vos actions peuvent faire la différence. Deuxième section. Pourquoi la barrière protectrice de l'endothélium ne tient-elle pas le choc? Alors sachez que c'est complètement lié à la première section, car tout ce qui vient endommager l'endothélium doit d'abord pénétrer sa barrière, qu'on appelle le glycocalyx. Le glycocalyx, c'est une sorte de couche gélatineuse, un petit peu comme un velours protecteur qui vient tapisser l'intérieur de nos vaisseaux. Il vient empêcher que les particules frottent directement contre la paroi, et il contient aussi des enzymes qui viennent réguler l'adhésion des plaques. Le problème, c'est qu'il est très sensible. Et tous les facteurs dont on vient de parler, comme le tabac, l'instabilité glycémique, l'inflammation chronique, tout ça, ça vient l'endommager. Et quand il est endommagé, l'endothélium se retrouve à nu et donc beaucoup plus vulnérable. Alors, comment prendre soin du glycocalyx? Déjà en commençant par les bases. On veut rester bien hydraté et on veut encourager la production de monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote est un gaz qui a un rôle important dans la vasodilatation et pour encourager sa production, on veut faire de l'activité physique régulière et surtout s'exposer à la lumière du soleil, en particulier les ultraviolets de type A. Et ensuite, certains nutriments sont utiles pour le glycocalyx, comme la vitamine C, les polyphénols et le soufre. Puis, il existe des pistes fascinantes sur le rôle de l'eau structurée qu'on continue d'explorer à ce jour. Et l'idée, c'est que l'eau dans notre corps, et notamment autour du glycocalyx, peut se structurer sous la forme d'un gel, un gel qui est chargé négativement. Pour visualiser la différence entre de l'eau structurée et de l'eau normale, je donne l'analogie du charbon et du diamant. Les deux sont constitués de la même chose, à savoir des atomes de carbone, mais c'est l'arrangement moléculaire de ces atomes de carbone qui donne un résultat radicalement différent. On ne parle même plus du même matériau. Et c'est exactement la même chose entre de l'eau normale et de l'eau structurée. Et si vous voulez en apprendre plus, je vous redirige vers ma conférence sur l'eau. Et donc ce type d'eau, l'eau structurée, se forme notamment lorsqu'on s'expose aux infrarouges du soleil. Et ça montre bien à quel point notre relation avec le soleil va bien au-delà de la simple vitamine D. Et donc la structure de l'eau autour du glycocalyx jouerait un rôle essentiel pour exclure les grosses particules comme le LDL, tout en laissant passer les petits ions comme le potassium. Et cela serait notamment dû à sa structure moléculaire et à sa charge électrique. Cette eau structurée permet aussi d'améliorer la circulation du sang, comme on le verra dans la section dédiée. Et un point important, c'est que même si la théorie de l'eau structurée n'est pas encore acceptée par le consensus médical, les implications de cette théorie sont les mêmes que si on considère le glycocalyx seul, à savoir que s'exposer au soleil, sainement évidemment, en faisant preuve de bon sens, protège nos artères. En résumé, le glycocalyx, c'est votre première ligne de défense vasculaire et il a besoin d'eau, de mouvement, de soleil et des bons nutriments. On se retrouve dans la partie 3 pour le reste. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'espère que vous avez vraiment retenu ou vraiment réalisé qu'on en revient souvent aux facteurs de base, les choses qu'on entend toujours, faire du sport, aller au soleil, bien manger et gérer le stress. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est comment ces facteurs agissent directement sur les maladies cardiovasculaires. Donc j'espère que ça vous intéresse, j'espère que c'est utile pour votre quotidien et dans tous les cas, je vous dis
à la semaine prochaine pour la partie 3.